avec mon collègue Charles Mazière, professeur à la faculté des sciences de Paris-Orsay, qui est mon ami, bien qu'il ait été autrefois mon élève, nous voulons parler aujourd'hui de la recherche expérimentale. Pourquoi recherche expérimentale plutôt que méthode expérimentale, cette expression qui a hanté les manuels et les traités de logique ou de philosophie des sciences pendant, pourrait-on dire, plus d'un siècle? Eh bien, c'est pour une raison historique. C'est parce que la science moderne est devenue une entreprise collective à laquelle le terme de recherche convient de façon plus pertinente que celui de méthode. L'idée de méthode, c'est l'idée d'un processus réglé à partir d'un point de départ déterminé et de l'application, de l'utilisation de quoi on attend une sorte de progrès quasi continu et presque garanti au départ. Une méthode se définit, mais une recherche ne peut que se décrire. En outre, dans l'idée de recherche se trouve impliqué un concept qui est aujourd'hui au centre même de l'activité des scientifiques, savoir celui de travail. Il y a eu une période très ancienne, celle de la philosophie grecque, où les deux concepts de science et de travail étaient rigoureusement incompatibles. La science, c'était la théorie, le travail, c'était la pratique, et une pratique empirique. Par conséquent, une pratique qui mettait l'intelligence en rapport avec les objets sensibles, changeants, fuyants, et desquels il était impossible de déterminer l'essence. Depuis le début du XVIIe siècle, le concept d'expérience ou d'expérimentation est devenu un concept fondamental de la pensée philosophique. Non pas qu'on entendit par l'expérience, experimentum en latin, non pas que l'on entendit ce qu'aujourd'hui il est convenu d'appeler une expérimentation. L'expérience telle que l'entendait par exemple Bacon, c'était une sorte d'activité plutôt magique que scientifique et qui consistait à arracher à la nature ses secrets. Et l'idée d'expérience conservait quelque chose d'une signification en quelque sorte clandestine. Aujourd'hui, ce qu'on entend par expérimentation, c'est un ensemble d'opérations, opérations intellectuellement réglées, utilisant des appareils, des instruments, lesquels peuvent être soit des produits de l'activité technique, soit au contraire des résultats sous forme de conséquences matérialisant des explications ou des théories déjà acquises. Dire que la science est un travail, ce n'est pas dire naturellement aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre la science et la technique. Ce n'est pas dire qu'il n'y a aucune différence entre une expérimentation et une manipulation. Le concept de manipulation est un concept tout à fait subalterne, subordonné, et s'il existe des manipulations dans un laboratoire, c'est à titre de moment dans une opération qui elle-même n'est pas soumise à le découpage dans le temps. Une expérimentation peut durer des jours, peut durer des semaines, peut durer des mois, et c'est une expérimentation en cours de laquelle
le chercheur, le savant et le personnel du laboratoire qu'il a à sa disposition se trouvent conduits à opérer des manipulations. Ce mot de laboratoire, si l'on en croit les dictionnaires étymologiques, date du début du XVIIe siècle. Et il faut remarquer que dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le mot de laboratoire figure comme terme de chimie. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il n'est pas question de laboratoire de physique, par exemple. Si nous prenons deux des dictionnaires qui, au XVIIIe siècle, ont essayé de vulgariser les concepts fondamentaux de la science de l'époque, nous constatons que le dictionnaire de Polyan, dans sa 3e édition en 1767, ne contient pas le terme de laboratoire, mais que le dictionnaire de chimie de Maquet, dans sa 2e édition de 1779, contient, lui, le terme de laboratoire. Au XVIIIe siècle, le laboratoire, c'est expressément le lieu d'activité du chimiste, alors que le cabinet, c'est le lieu de travail du physicien. On parle de cabinet de physique et de laboratoire de chimie. Ce n'est pas uniquement pour cette raison historique que nous avons choisi de parler de la recherche expérimentale dans le cadre d'un laboratoire de chimie. C'est pour la raison que voici. C'est que, s'agissant de recherche expérimentale, aucune science, plus que la chimie, ne se prête encore aujourd'hui à l'illustration de ce qu'on pourrait appeler le comportement de la recherche expérimentale. Par comportement, j'entends un ensemble raisonné, bien entendu, et non pas purement instinctif, un ensemble raisonné d'opérations guidées par une idée de recherche correspondant à une stratégie arrêtée, non pas définitivement, mais conditionnellement, et telle que la part de l'investigation progressive l'emporte de beaucoup sur la part de déduction théorique ou de prévision. En ce sens, la chimie, et la chimie minérale, comme nous allons le voir tout à l'heure, est un domaine privilégié pour montrer ce que c'est aujourd'hui qu'une recherche expérimentale. Je demanderai maintenant à mon collègue et ami Charles Mazières de bien vouloir exposer quel genre de recherche expérimentale se fait dans ce laboratoire et les raisons pour lesquelles les quelques opérations et les quelques appareils qui vont être présentés ont été choisis. Bien, comme vous l'a dit tout à l'heure le professeur Canguilhem, nous sommes ici dans un laboratoire de chimie minérale et mon propos est de vous présenter un type de recherche expérimentale en chimie minérale. Il y a donc quelques décennies, il s'est produit dans toute la chimie, mais spécialement dans la chimie minérale, une véritable mutation. Et ceci est manifestement dû à l'interaction entre les chimistes et les physiciens. C'est-à-dire que les physiciens ont apporté des problèmes et des instruments de mesure physique et en même temps des exigences. Il fallait comprendre d'une part la nature des liaisons dans la chimie minérale et en même temps, donc je répète, on avait des instruments nouveaux, en particulier, comme nous verrons tout à l'heure, par exemple des appareils pour faire de la spectroscopie. Alors, dans ces conditions, ce rôle des physiciens a été un rôle très excitant pour se poser le problème fondamental de la chimie, c'est-à-dire le problème de la liaison. Et c'est à partir de ce moment-là, on peut le dire, qu'on est sorti, si vous voulez, de la phase purement descriptive de la chimie minérale pour tenter une unification, pour tenter une compréhension et en même temps une prévision. Il faut ajouter à cela, naturellement, qu'il y a eu des besoins de matériaux nouveaux dus à l'industrie nucléaire, par exemple, à l'électronique de l'état solide, à la catalyse. Tout ceci a joué donc le rôle d'excitant. Parmi toutes les branches de la chimie minérale, il y en a une qui a subi alors un développement absolument spectaculaire, c'est ce qu'on appelle la chimie
des composés ou des complexes de coordination. Et c'est précisément de cette chimie que je veux vous entretenir un petit peu, puisque la recherche dont je vais vous parler concerne ce type de chimie. Ce qu'on appelle complexe ou composé de coordination, c'est un édifice qui a une réelle individualité, un petit peu comme les molécules en chimie organique, n'est-ce pas? C'est un édifice, donc, qui présente un atome central, qui est en général un des éléments de transition situés dans cette partie de la classification périodique, qui est le fond, si vous voulez, de la chimie. Par exemple, un atome de nickel, ça peut être un atome, mais ça peut être un ion aussi, peu importe, et autour de cet atome de nickel viennent se grouper des amas bien définis que l'on appelle des ligands. Par exemple, on peut avoir le ligand CO qui va se grouper comme ceci, CO, on va en avoir 4 qui vont occuper les sommets d'un tétraèdre. Voici par exemple un composé de coordination, le nickel, carbone, oxygène. Voici par conséquent donc un composé de coordination. Eh bien, quel était l'intérêt de ces composés? C'est que précisément du fait que l'édifice présente une individualité, on peut l'étudier en tant que tel, on peut étudier le problème de la liaison en chimie minérale. Le gros intérêt de ce matériau, enfin, ce qu'on a compris, c'est qu'il était possible de perturber légèrement l'édifice moléculaire, par exemple en remplaçant ceci, qui est ce que j'appelle un ligand CO, de le remplacer par exemple par un ligand tel que celui-là, et d'étudier, grâce précisément aux appareils que fournissent les physiciens, par exemple aux appareils au spectroscope infrarouge, d'étudier les caractéristiques des vibrations, par exemple, les caractéristiques des vibrations de la molécule. Alors je me permets d'insister un petit peu sur ce point, car toute la recherche dont je vais vous parler dans un instant porte là-dessus. En effet, les atomes vibrent les uns par rapport aux autres, et ces vibrations se font avec une certaine fréquence qui dépend de la masse des atomes, de leur disposition respective et du type de liaison qu'il y a entre eux, n'est-ce pas? Alors, il est extrêmement difficile d'attaquer le problème directement, c'est-à-dire de comprendre d'emblée comment est cette liaison. Mais par contre, on peut faire beaucoup de progrès en substituant, en perturbant un petit peu l'édifice, le composé de coordination, et en le perturbant, on peut suivre sur le spectroscope infrarouge les modifications de fréquence qui vont se produire par exemple, sur ce type-là, entre ces deux atomes, lorsqu'on a remplacé, donc, celui que j'avais tout à l'heure par celui-ci. Voilà. Eh bien, le type de recherche dont je vais vous parler maintenant est précisément centré sur cette expérience-là. L'expérience qui nous intéresse comprend essentiellement 2 parties. Chacune de ces parties utilisant d'ailleurs, comme vous allez le voir, un degré déjà avancé d'intelligibilité des phénomènes concernés. La première partie, c'est la préparation d'une molécule bien déterminée. La deuxième partie, c'est l'interrogation d'un appareil de mesure physique, d'un appareil raffiné, pour nous renseigner sur les propriétés de cette molécule. Cette première partie de préparation comporte elle-même 2 phases assez distinctes. D'une part, la réaction proprement dit, l'action du ligand nouveau sur la molécule de nickel tétracarbonyle, et puis deuxièmement, l'extraction à partir du milieu réactionnel du produit formé. Voici le nickel carbonyle au fond de ce réacteur, c'est-à-dire de ce tube de verre. Il s'agit du complexe de coordination non modifié avec ses 4 ligands CO. Il est gelé grâce à la très basse température de l'azote liquide qui est contenu dans le récipient argenté tout autour. Comme il est très altérable à l'air, l'atmosphère au-dessus est dépourvue d'oxygène, c'est de l'azote. Et on va faire réagir sur lui le nouveau ligand, Pφ3, qui est dans son solvant, dans l'éther. On est en train de le mettre dans une pipette et on va l'introduire dans le réacteur.
Les produits de la réaction sont donc maintenant mélangés. On va réchauffer ce milieu réactionnel de manière à ce que la réaction démarre. À très basse température, elle n'aurait pas lieu. On va réchauffer grâce à de l'eau chaude. Dès que le nickel carbonique qui était gelé sera fondu, la réaction aura lieu. On va réchauffer encore un peu. Voilà, la réaction commence. Le dégagement que l'on observe, c'est le dégagement d'oxyde de carbone, le ligand CO qui s'en va et qui est remplacé par le ligand Pφ3. Le volume des gaz dégagés pourra être mesuré sur la cuve à eau dont le niveau est en train de baisser progressivement. Eh bien, ceci, c'est la réaction proprement dit. Dès que la réaction sera terminée, dès qu'il n'y aura plus de dégagement gazeux, nous allons procéder à l'extraction du produit. Alors, la réaction est maintenant terminée. Le produit recherché s'est formé, mais il est dispersé dans le solvant. Le problème est maintenant d'ôter ce solvant. Pour ôter ce solvant, voici comment on va procéder. On va faire le vide au-dessus du milieu réactionnel. Et le solvant va se mettre à bouillir et à s'évaporer grâce à une pompe que l'on met en route. Et pour que le solvant n'aille pas dans la pompe, sur le circuit, on met toujours de l'azote liquide qui aura pour effet de geler le solvant et donc de le retenir, de l'empêcher d'aller dans la pompe. Ce dégagement que l'on voit, c'est le solvant qui bout parce que on a réduit à pratiquement rien la pression des gaz qui sont au-dessus de lui. Il faut attendre que tout le solvant se soit ainsi évaporé et soit allé se faire piéger dans le piège à azote liquide. L'évaporation du solvant est maintenant complètement terminée. Vous apercevez au fond du réacteur le produit bien cristallisé. On va en prélever une petite partie que l'on met dans cette coupelle. Après quoi, nous allons en prélever encore un petit échantillon et le mettre dans un solvant, le disperser dans un solvant. Et c'est cette solution qui sera ensuite disposée dans cet échantillon, dans ce porte-échantillon d'un type particulier, et nous sommes prêts, avec la nouvelle molécule dans ce porte-échantillon, à aller interroger le spectrographe infrarouge sur la nouvelle fréquence des molécules, de la molécule que nous avons fabriquée artificiellement. Alors la préparation du composé de coordination substitué étant terminée, nous allons passer maintenant à la mesure physique qui va nous apporter un renseignement sur la fréquence, la nouvelle fréquence de vibration de cet atome par rapport à celui-ci. Alors, le spectrographe infrarouge que voilà est chargé de nous fournir cette information. Le principe en est fort simple. Une source de radiation infrarouge ici pénètre à travers l'échantillon que l'on va maintenant préparer et que l'on dispose ici. Et il y a ici un récepteur qui mesure l'intensité traversant l'échantillon. La fréquence de la vibration infrarouge traversant l'échantillon est progressivement variable. Lorsque cette fréquence de vibration est égale à la fréquence de vibration des atomes, on a une très forte absorption qui se traduit par un pic sur le papier qui se déroule ici. Si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions de façon que, par notre bref entretien, nous puissions tirer la leçon des expériences auxquelles vous nous avez fait assister. Pensez-vous que l'on puisse dire que la mutation qui s'est opérée en chimie minérale et par conséquent que le développement de la recherche expérimentale dont vous nous avez
montré un moment, s'est opéré, premièrement, par l'importation en chimie minérale d'un modèle emprunté à la chimie organique, c'est-à-dire le modèle de la molécule qu'on a cherché à répliquer dans ce que vous avez appelé le complexe de coordination, et deuxièmement, par l'utilisation à titre d'instrument du résultat des recherches physiques qui ont été matérialisées dans la construction du spectrographe. C'est certainement du fait de l'utilisation des méthodes physiques et de l'annexion, si vous voulez, des problèmes qui concernaient les physiciens que cette mutation s'est réalisée. Ce qui, évidemment, n'exclut pas le fait qu'il y a eu importé un petit peu de la chimie organique une certaine attitude vis-à-vis des expériences. Il y avait des schémas déjà tout faits qui ont certainement inspiré des expériences, les processus de substitution, par exemple, de modification en un point du complexe de coordination. On peut faire un rapprochement avec la chimie organique et il est certain qu'il y a une influence. Mais la véritable cause de la mutation n'est pas celle-là. La véritable cause de la mutation, à mon sens, est certainement l'apport des résultats de résultats nouveaux et de problèmes nouveaux par les physiciens. Nous pouvons, semble-t-il, résumer en disant une recherche expérimentale comme celle dont nous avons eu un exemple suppose, premièrement, un besoin de matériaux non traditionnels. Certainement. Deuxièmement, un idéal d'intelligibilité à égaler dans le domaine dans lequel on travaille. Et troisièmement, alors une technique étrangère à naturaliser dans ce nouveau domaine. Admettriez-vous que je dise sous ma responsabilité ceci: une recherche expérimentale n'est pas étrangère à une recherche d'intelligibilité. Ce qui veut dire que, expérimental ou non, en science, il n'y a qu'un mode de raisonnement, et ce mode de raisonnement consiste à déduire. Mais que ce qui rend expérimental une recherche, c'est ce que je me permettrai d'appeler un comportement. Et ce comportement, c'est le comportement d'un travailleur, et d'un travailleur en équipe, dans un laboratoire comme celui dans lequel nous nous trouvons. Par conséquent, la distinction entre la recherche d'intelligibilité, qui est la déduction ou la théorisation, disons, faible ou forte, selon le domaine dans lequel on se trouve, cette recherche d'intelligibilité est une règle de conduite qui oriente ce comportement inductif. Alors maintenant, je vais vous poser deux questions qui sont peut-être plus appropriées à votre genre de recherche. Pourquoi entreprend-on telle ou telle recherche? Eh bien, je ne sais pas si, en réalité, on entreprend telle ou telle recherche. Je crois qu'en réalité, on développe plutôt telle ou telle recherche. La seconde question est peut-être encore plus insidieuse que la première. Pour quelle raison abandonne-t-on une recherche? Bien, en réalité, je crois que les deux questions sont très, très liées. On abandonne une recherche parfois quand on a l'impression, évidemment, qu'elle ne débouche plus sur grand-chose, qu'elle n'est plus susceptible de beaucoup de généralisation. Mais en réalité, les choses se passent plutôt comme ceci. On ouvre une fenêtre sur la rue, c'est-à-dire on discute ou on voit les résultats des voisins dans d'autres laboratoires ou d'autres pays. On s'aperçoit que tel point de sa propre recherche peut être développé, mais l'axe sur lequel elle avait démarré, on l'abandonne progressivement et on passe sur un autre, parce qu'on est attiré en quelque sorte par des résultats nouveaux qui sont ailleurs. Alors on peut développer à partir d'un autre point. Il y a ces deux aspects. D'une part, on est séduit par ce qui se passe ailleurs, et d'autre part, on développe tel point, mais ça fait perdre l'axe. On passe sur une autre branche, encore une fois. Donc les deux questions sont très liées, à vrai dire. Enfin, dernière question. Estimez-vous qu'il y a une différence de technique et par conséquent une différence d'aptitude dans la recherche expérimentale
selon qu'il s'agit de recherche fondamentale ou de recherche en sciences appliquées? Eh bien, je ne le pense pas vraiment. Je pense qu'il y a simplement des chercheurs qui aiment leur métier, qui s'amusent, autrement dit, qui aiment jouer avec les idées, avec les modèles, à prévoir. C'est un jeu. Et je pense qu'il y a de bons joueurs, des joueurs doués et des joueurs moins doués. Ceci dit, suivant qu'ils aient débuté dans tel milieu, dans tel laboratoire ou tel milieu où l'on fait de la recherche fondamentale, ou dans tel laboratoire où l'on fait de la recherche appliquée, évidemment, on s'épanouit, on se transforme, naturellement. Et évidemment, au bout de quelques années, un chimiste, par exemple, théoricien, n'a plus énormément de goût et n'apprécierait plus beaucoup, si vous voulez, de revenir à l'expérience proprement dite, et inversement. Vous venez de prononcer le mot de jeu, et oui. Personnellement, je crois que je serais assez d'accord avec vous, mais alors il faut que je rectifie un peu ce que j'ai dit au début de cette causerie, savoir qu'un des concepts fondamentaux de la recherche expérimentale, c'est celui de travail, et de travail en équipe. Dire que la science est un travail n'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire en disant que c'est un jeu. Le travail ici, ce n'est naturellement pas le travail au sens antique du terme, le travail comme peine ou comme contrainte, mais c'est le travail au sens de continuité, de régularité et de respect d'un certain nombre d'exigences qui sont matérialisées, pourrait-on dire, par le laboratoire lui-même et les instruments. Je crois qu'en conclusion, si vous me permettez de conclure comme j'ai commencé, je dirais que nous avons eu aujourd'hui un exemple concret de ce qu'il faut entendre actuellement en épistémologie par le concept de recherche expérimentale, recherche au sens propre du terme, dans la mesure où, sans doute, on a quelque idée de ce qu'on souhaiterait trouver, mais aucune garantie de la forme sous laquelle on le trouvera, et expérimentale, dans la mesure où c'est à la fois une épreuve personnelle qui met en jeu la valeur du chercheur, qui met en jeu toute sa personnalité, et en outre, une conduite réglée par une hypothèse servant de pôle stratégique en quelque sorte. La recherche expérimentale, c'est bien aujourd'hui le mode de vie du scientifique dans le laboratoire, et il serait tout à fait vain, même pour des raisons de pédagogie philosophique, de vouloir réduire l'activité scientifique à une sorte de jeu purement intellectuel.